Bah, comme tu viens de le dire, Kaamelott c'est un univers, donc tous les univers à un moment inspirent de se raconter de différentes manières. La BD c'est un média évident pour une œuvre heroic fantasy, et donc c'est vrai que c'est tombé un peu sous le coup. C'est une franchise, donc la question se pose immédiatement de la part des producteurs. J'ai d'abord refusé parce que ça aurait pu faire très produit dérivé au début, si ça avait été du planche à planche, plus cartoon, si ça avait été peut-être pas moi qui écrivais, mais des gens qui avaient été engagés pour faire des... Voilà. Donc j'ai refusé le premier projet, qui n'était pas chez Castorama. Et puis, dans un second temps, parce que moi j'avais quelque chose contre le projet lui-même, mais pas contre la BD en général, évidemment, je suis revenu, moi, avec une autre proposition qui était d'écrire des aventures inédites à la télévision, un album complet, de les écrire moi-même, de trouver un dessinateur qui ne soit pas un dessinateur forcément humoristique, ou quelqu'un qui puisse aider encore à anoblir ce monde-là et le représenter sous des traits intéressants, et dans une maison qui fait de la BD, voilà. C'est ça exactement. Au début, il y avait une scène avec... Tu l'as fait toi, Minotaur, ou tu l'as pas fait? Oui. Ah si, d'accord. Je un peu. Si, ouais. Il y avait une scène inventée comme ça qui est tirée d'un épisode, parce qu'il y avait de l'extérieur, de l'intérieur, une fée, un monstre et une situation de... Voilà, c'était... Casting, c'est beaucoup dire, mais oui, j'avais besoin de voir aussi ce que j'aimais ou pas et où me placer, quoi. Je prépare un scénario BD comme je prépare une série, pas un épisode, une série complète, parce que c'est une structure globale. Oui, ou alors une structure d'un épisode de 50 minutes, mais pas des cours, quoi. Donc il y a une structure pure qui est sans dialogue, sans rien du tout, qui est vraiment une construction d'actes avec des passages, des trucs... Moi j'écris selon ce que j'ai appris, mais c'est un peu anglo-saxon comme technique, mais c'est une manière de fabriquer ces séquences et de les replacer, de les déplacer, etc. Et après, quand on rentre vraiment dans la chair du truc, dialogue, etc., on fait planche à planche. J'avance de planche en planche, Steven reçoit les planches, il envoie d'abord les croquis. Où là la correction est plus facile, et puis après quand on fixe les choses, il y a une version crayonnée. Oui, et c'est tout. Et ancré. Ah non, maintenant c'est tout. Non mais avant c'était ancré quand même. Avant, oui. Maintenant il a trouvé une parade pour éliminer une étape. Donc les deux derniers, donc le numéro 3 et 4, ne sont pas ancrés. Ils sont tous décrayonnés. Ils sont le gris du trait crayonné est fait noir. Ici, c'est ça? Oui, noirci. Par ordinateur. Donc tu gagnes une jour par planche, comme ça. Maintenant oui, parce que Casterman m'a demandé de plancher sur autre chose depuis. Mais non, parce que moi je suis comédien, donc je pense d'abord aux choses qui se jouent. Et il y a une référence immédiate dans les personnages de Kaamelott à des acteurs que je connais, donc la façon de les faire parler, c'est directement lié à des vraies personnes que je connais. Là, il va y avoir pour moi un truc tout à fait nouveau, c'est de créer des personnages qui ne sont pas des gens. Chose que j'ai jamais faite. J'ai jamais fait ça. J'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit pour la radio, pour la télé évidemment, pour le cinéma. J'ai toujours en référence des gens. Et là, je vais me lancer dans une nouvelle aventure où j'ai pas de référence humaine de mes personnages, mais c'est la première fois. Bah, c'est sûr qu'il faut que ce soit, c'est double, il faut que ce soit satisfaisant pour les gens qui sont pointus dans Kaamelott, parce que des fois ils sont plus pointus que moi maintenant, donc je me fais piéger sur mon propre truc, mais il faut aussi que ce soit bien pour ceux qui ne connaissent rien à Kaamelott, ça c'est important. Il faut aussi que ce soit une BD. Si un gamin la prend dans les mains, si n'importe qui ne connaît pas, il ne faut pas qu'il s'ennuie. Il faut qu'il voit des belles choses, il faut qu'il se marre, il faut qu'il soit touché. Tous les flamands, par exemple. Tous les flamands, par exemple. Puisque Kaamelott est traduit en flamand tous les ans. Je ne sais même pas s'ils aiment bien. Est-ce qu'ils aiment bien? Oui. Ouais. Bah oui. Bon, bah voilà. Ce qui change dans la BD par rapport à la série, par exemple, c'est moins grossier. C'est moins de gros mots. Parce qu'un gros mot,
lu, c'est plus violent qu'un gros mot, donc un acteur qui le prend en charge et qui est dirigé en plus pour le faire, pour pas rentrer dans le gros mot, mais pour être un peu à côté. Quand il y a des acteurs à diriger, on peut toujours contourner, on peut toujours passer, c'est même le but de l'ironie du texte, c'est-à-dire quand on lit le truc, on pense qu'il faut le faire en bleu, et en fait tout l'intérêt vient du fait qu'on va dire ça en le faisant en rouge. C'est la contradiction du jeu par rapport au texte. C'est un truc qui est possible en BD avec les attitudes. Souvent je demande à Steven une attitude, soit que son attitude se voit beaucoup ou pas trop, ou ça c'est une manière de contourner, mais c'est pas aussi souple qu'un acteur, et pour le coup, c'est un peu moins violent. La BD est moins violente, elle est plus pour les enfants. Parce que pour moi, la BD, c'est aussi un objet pour les enfants. J'essaye, c'est peut-être un peu plus doux. La bande Kaamelott en bande dessinée, c'est peut-être un peu plus doux. Ouais. Bah, dans les signatures de dédicaces qui ne sont pas spécialisées comme ici BD, genre Fnac, etc., je signe vraiment autant de BD que de DVD. Donc non, je pense que ça n'a pas déçu. Après, les fans, je ne saurais pas dire si ils sont objectifs ou pas vis-à-vis de l'œuvre, puisqu'ils sont fans. Donc si j'avais pas moi écrit la BD, je pense que là ils vont pas me dire c'est pas du Kaamelott. Puisque si, je vais leur dire bah si, c'en est. Puisque voilà. Donc si, c'en est. Non, je crois qu'ils l'apprécient, mais c'est. Kaamelott, c'est pas. Voilà, c'est un environnement. On peut en prendre un bout comme ça, on pourrait très bien prendre 2 personnages par là et faire un spin-off pour la télé, ou un film, ou une nouvelle. Il n'y a rien qui est interdit à partir du moment où ça suit la même ligne et où les thématiques sont respectées. Je pense que les BD, moi je prends autant de plaisir à écrire la BD que d'écrire la série, même peut-être plus des fois. Et je trouve que la BD, c'est l'objet, quand je le reçois chez moi, est plus satisfaisant que le DVD. Il y a un côté, je sais pas comment dire, déjà parce qu'il y en a une part entière que je maîtrise pas, qui est celle de Steven, alors que dans le reste, il n'y a rien que je... Là, il y a un truc qui ne me concerne pas du tout, et qui est l'œuvre d'un autre, et c'est aussi ce mariage-là que j'aime bien avoir. Donc je pense que si je prends du plaisir à le faire, c'est que ça doit être raccord. Je pense que Kaamelott, en bande dessinée, il est comme il devrait être. Que Kaamelott ne souffre pas de restrictions budgétaires quant au décor ou à la fabrication 3D des monstres. Quand on a un monde comme ça à gérer, on est sans arrêt en train d'enseigner ce qu'il est. Et la BD, elle me sert à enseigner une partie que je ne pourrais pas enseigner autrement. La série, c'est plutôt dans la chair des choses et dans le rythme. C'est-à-dire que la BD, ce qui est très troublant pour moi, c'est qu'on ne peut pas imposer son rythme. Il y a un rythme scénaristique, il y a un rythme de nombre de cases, un rythme de tournée de page, mais il n'y a pas le rythme musical de l'acteur. Ce rythme, il est laissé au lecteur. C'est le lecteur qui décide s'il veut rester ou pas longtemps. Tout ça, ce sont des différentes façons de raconter un seul monde, et la vérité est celle-là. Les fans qui diraient le vrai Kaamelott c'est la télé, pas ça, je ne peux rien leur dire d'autre que non, pardon, mais non. Si ça existe, et ça m'a pas échappé, j'ai même fait en sorte que ça m'échappe le moins possible, parce que j'ai écrit moi-même, voilà. C'est que Kaamelott c'est ça. Iron Man et une Lamborghini Murcielago orange aussi. Pour moi, le dragon, dans Perceval et le dragon d'airain, c'est la représentation du parfait et du plus intelligent que l'homme. J'ai voulu, dans ma tête, j'ai idée d'un dragon qui soit parfait à point tel qu'il soit carrément sans aspérité, avec des angles parfaits, mécaniques, comme s'il était en titane ou quelque chose comme ça. Mais c'est thématique avec ça. C'est Perceval contre Lancelot, Lancelot qui pense qu'il faut éliminer tout ça, et Perceval qui y croit, et qui a, lui, en fait, contre toute attente, compris ce qui se passait avec ce truc-là. Donc, ouais, après, je lui envoie une photo de Lamborghini, mais ça a marché, puisque il le fait. J'ai bien fait d'envoyer des photos de Lamborghini. Oui, mais je suis un grand lecteur de BD, très grand public, uniquement. Oui. De BD d'enfants pour moi, quoi. C'est-à-dire tout ce qu'a fait Goscinny, Franquin, Achille Talon. J'ai besoin que la BD soit un truc qui me ramène à mon enfance. Donc c'est celle que je piquais dans le truc de mon père, tout Tintin évidemment.
je suis pas hypersensible aux BD sophistiqués. Et pour moi qui ai la chance de pouvoir m'exprimer dans des domaines où je peux sophistiquer tout ce que je veux, pour moi la BD ça reste le domaine de la simplicité. Ça reste le domaine de la narration pure, simple et du dessin accueillant. Enfin accueillant, je sais pas si je m'exprime bien, mais du dessin... je suis souvent rebuté par des BD trop charbonnés, avec des mondes où il faut plonger dedans. J'aime que les choses me soient simplement expliquées. Je peux me lasser de temps en temps d'une ligne vraiment très claire à l'ancienne, peut-être. Voilà, je suis pas dictateur là-dessus, mais voilà, pour moi la bande dessinée, ça reste le monde d'une belle aventure lisible par tout le monde, simplement et bien faite, quoi. Et tous les personnages secondaires sont les miens. Donc, ce qui n'existe pas à la télé, c'est pas moi pour les inventer. Oui. Et puis ça n'a fait que progresser depuis le début. C'est-à-dire que au début, j'ai vraiment fait très attention à ce que ça... Voilà. Et puis maintenant, le Dragon d'airain, quand je dis à Steven que Lancelot arrive chez un vendeur d'armes de guerre, je ne dis pas plus que ça. Je lui dis, je sais pas, je lui ai peut-être dit, oui, donc il y a son stock, il y a ses machins, etc. Et puis dans le texte, c'est dit qu'il y a des choses qui sont usées, pas prêtes à partir, etc. Donc, et après, tout ça, tout est libre, le personnage, le truc. Moi, je suis sensible au temps qu'il fait souvent, parce que je trouve que c'est plus scénaristique que mise en scène. L'heure qu'il est, le temps qu'il fait, les choses si elles sont engoncées ou si elles sont plutôt ouvertes. Mais c'est le plaisir que j'ai d'ailleurs à bosser là-dessus, c'est tout ce qui n'est pas admis, tout ce qui n'est pas déjà créé avant, tout ce qui amène à tous les lieux, les villages, les créatures, dans celui d'avant tous les tunnels, le coffre magique, on a fait des vikings, on a fait des morts-vivants, on a fait de la montagne, de la neige, de l'eau, de la Provence, de la pluie. C'est chiant la pluie, non? C'est chiant comme la neige. Ah merde. La neige c'est pire. Bon bah allez, le tome 5 c'est tout au ski. Moi je souhaite conserver le rythme d'un par an. Je ne veux pas arrêter ça. Pour les idées de scénario, je tape soit dans les épisodes de Kaamelott, dans des choses qui n'ont pas été développées, comme les sièges de transport par exemple, le numéro 2, c'est vaguement évoqué dans un épisode et on comprend ce qui s'est passé là. Il y a encore plein de trucs comme ça évoqués dans les épisodes qui peuvent apparaître. Soit c'est un truc complètement original, soit comme le dragon, soit soit ça part de rien, j'allais dire, mais bon, ça part toujours de rien, même si parce que tout reste à faire dans le reste aussi. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est toujours inédit et c'est toujours contemporain de la saison 1. C'est-à-dire que c'est potentiellement des aventures que les chevaliers, dans la saison 1 ou 2, venaient rapporter à la table ronde devant Arthur avec le père Blaise qui note tout. C'est ces aventures-là. Voilà. Et je tape aussi dans les scripts de jeux de rôle que je faisais quand j'étais plus gamin. Le coffre, par exemple. L'énigme du coffre, ce coffre-là, je l'avais, le truc avec les barres, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le fauteuil qui passe et le fait que le méchant soit en fauteuil roulant, c'est un truc que j'avais fait quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans. Je le reprends maintenant pour en faire un comme ça, mais c'est inventer des stratagèmes et des énigmes dans le monde médiéval fantastique, c'est un truc que j'ai commencé un peu jeune. C'est parce que la BD de Kaamelott existe que je me permets de ne pas faire du Kaamelott autrement pendant un moment sans avoir peur que ça me manque. C'est ma façon de rester accroché à Kaamelott, la BD. Ça ne marcherait pas avec du produit dérivé pur, parce que ça ne me fait rien raconter. Mais là, je suis obligé de raconter du Kaamelott, je suis obligé de faire parler les mecs de Kaamelott, je suis obligé de mettre en scène le monde de Kaamelott, inventer des villages, inventer des coins qu'on n'a pas vus, inventer des trucs. Et faire en sorte que tout ça soit graphiquement intéressant à dessiner pour Steven, tout ça, ça me permet de... Voilà, je continue sans arrêt de raconter du Kaamelott grâce à la BD.
s'il n'y avait pas la BD, je sais pas si je me serais autorisé à faire une pause comme ça. Il y en a qui veulent lui faire un procès. Il y a un qui voulait me casser la gueule. C'est lequel? C'est mon père. Ouais. Mon père estime qu'il est trop gros dans la BD. Ceci dit, dans la BD, il faut admettre qu'on se ressemble beaucoup avec mon père, et que peut-être que c'est une manière de distinguer. Ouais. Bon, c'est pas sympa comme manière de distinguer, mais bon, la fête. Jean-Christophe Ambert qui est là aussi, qui se trouve assez gros. Peut-être que, ouais. Je vais vous laisser, vous discuterez. Vous verrez. Moi, j'ai pas compris la question. Bah, lui, il voudrait rentrer dans votre tête à vous pour comprendre la question déjà. Ça, c'est ça. John Irving. John Irving. Pas mal. Moi, j'irais dans celle de Bach. De qui? Jean-Sébastien Bach. Bach. Ah, Bach. Oui, ça va. C'est bon. Germanophone, merci. Parce que je pense que c'est le. Franchement, c'est. Je voudrais comprendre. Ça fait. J'ai commencé la musique à 6 ans, j'ai fait des cours d'écriture, de contrepoint, j'en suis sorti à 18, j'ai des prix, des machins. Lui, il me résiste encore. Je comprends des trucs, mais vraiment, il m'en manque.